Vous écoutez France Culture. Bonjour à tous, bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. Les nouveaux chemins vivent quotidiennement dans l'image en compagnie d'Antoine Ravon, Marianne Chassor, Jean Danielou, Géraldine Mosna-Savoie et Mathilde Wagman. À la lecture suédoise des textes cette semaine, Georges Kless. À la réalisation, Fanny, Alexandre et Olivier Guérin. Avec aujourd'hui à la prise de son cinématographique, Alexandre Chenet. À 10h47, ce sera l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillons. Géraldine qui vous fera part aujourd'hui du travail d'un philosophe très apprécié au Nouveau Chemin, Jean-François Mattei, dont nous avons appris avec une immense tristesse la disparition la semaine dernière. Une disparition qui ne peut pas se faire de manière silencieuse. Rendez-vous à 10h47 donc. La création artistique s'est toujours manifestée chez moi comme une fin. Pendant 20 ans, sans me lasser, avec une sorte de fureur, j'ai transmis des rêves, des sensations, des fantasmes, des crises de folie, des névroses, des stases de la foi et de purs mensonges. Ma fin a été sans cesse neuve. Pourtant, l'art est pour moi sans importance. La littérature, la peinture, la musique et le théâtre s'engendrent et se nourrissent d'eux-mêmes. De nouvelles mutations, de nouvelles combinaisons surgissent et s'anéantissent. Si je prétends malgré tout à continuer à faire de l'art, c'est pour une raison très simple, la curiosité. Je me sens comme un prisonnier qui, de retour d'une longue peine, débarque soudain parmi les fracas, les hurlements de la vie. L'artiste partage sa condition avec chaque être vivant qui lui aussi n'existe que pour lui. En fin de compte, cela crée une assez grande fraternité qui existe au sein d'une communauté égoïste sur notre terre chaude et sale, sous un ciel froid et vide. Ingmar Bergman écrit ces lignes en 1965, à 47 ans, une trentaine de films derrière lui et quasiment autant devant lui. Une création affamée donc, c'est-à-dire nécessaire, comme une alternative à sa propre vie, qui se mêle de manière incestueuse au monde de ses films. Ce monde est une invention que Bergman ne cesse de revendiquer, un artefact qui se nourrit autant de fiction que de souvenirs, de fantasmes que de traumatismes, de femmes aimées que de vampires, mais qui brise de manière magistrale l'opposition factice et mortifère entre le réel et l'illusion. Bergman ne traduit pas sa pensée en images, mais laisse à l'image, au visage, au vent, au silence et au rythme le soin de l'entraîner au plus profond de lui-même, et ainsi libère la puissance intenable et jusque-là insoupçonnable des démons de l'existence. De répétition en alternative, des fantômes en scène de ménage, de l'amour à la culpabilité, c'est lorsque Bergman fait son cinéma qu'il s'adresse au plus réel, c'est-à-dire au moins connu, en chacun d'entre nous. Kamera! Var är klappan? Porten för fan! Ja, skit i det du vill. Jo, jag är klar. Ja. Kamera! 571, andra. Demain, Alain Bergala vous présentera Monica, de l'érotisme insulaire aux affres du couple. Mercredi, Sylviane Agazinski vous parlera du drame des sexes à partir des scènes de la vie conjugale et de la flûte enchantée. Et jeudi, Olivier Colli mettra en scène la répétition kierkegaardienne des Fraises sauvages et de Fanny et Alexandre. Mais aujourd'hui, pour commencer cette semaine sur Bergman, j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Aumont pour évoquer 2 films fantastiques dans tous les sens du terme du créateur suédois, L'heure du loup et Persona.
Bonjour Jacomon. Bonjour. Bienvenue sur Nouveau Chemin de la Connaissance. Merci de m'avoir invité. Vous êtes professeur aux Beaux-Arts de Paris, directeur d'études à l'EHESS et l'auteur d'un ouvrage consacré à Bergman intitulé, c'est une citation de Bergman lui-même, « Mes films sont l'explication de mes images », publié aux éditions du Cahier du cinéma. Je lisais en ouverture un extrait d'un texte écrit par Bergman sur la création, où celui-ci dit que la création artistique s'est manifestée chez lui comme une fin. Pendant 20 ans, il a créé avec une sorte de fureur tous ses rêves, ses fantasmes et ses traumatismes. Les deux films dont nous voulons parler aujourd'hui, L'heure du loup et Persona, Persona 66, L'heure du loup 68, sont des exemples emblématiques de cette fin créatrice qui se nourrit de ses propres fantasmes. Oui, tout à fait. Certainement que la décennie 1960 est le moment où Bergman ressemble le plus à l'image de Bergman qu'on a en général. C'est-à-dire ce cinéaste qui parle de lui-même, de ses angoisses, de sa perte de la foi en Dieu, de son rapport aux femmes et de quoi d'autre encore. Et à l'occasion, entre autres dans les deux films dont on parle aujourd'hui, de ces démons intérieurs. Je voudrais juste peut-être faire un tout petit peu de pédantisme pour commencer, pour rappeler que Bergman, on le voit comme ça, comme un cinéaste, et Dieu sait qu'il est important comme cinéaste, mais il faut rappeler aussi que c'était avant tout un homme de théâtre. Il a commencé à faire du théâtre à 22 ans et il n'a absolument jamais arrêté. Il a fait plus de théâtre que de cinéma, beaucoup plus. Ça paraît curieux vu le nombre de films qu'il a fait. Une cinquantaine de films. Oui, oui. Mais il a toujours fait plus de théâtre. Il a toujours considéré que c'était son vrai métier. Ce qui est difficile à voir de France, bien entendu, parce qu'on en a peu de traces. Et en particulier dans les années 60, à la période extrêmement créatrice dont on parle, il était, entre 1963 et 1966, directeur du théâtre dramatique de Stockholm, le Dramaten. Et on voit d'ailleurs dans sa mise en scène cette influence, qui est plus qu'une influence, cette présence du théâtre. Voilà, certains films sont extrêmement théâtraux. C'est une des choses qu'il ne faut jamais oublier. Alors, cela dit, bien entendu, c'est un immense cinéaste, et pour nous, c'est ce qui est le plus important. Mais j'ai toujours trouvé absolument extraordinaire qu'il crée ces deux films, et là le mot création je l'assume, au moment où il avait la responsabilité de tout un théâtre. Le plus grand théâtre, imaginez le directeur de la Comédie Française qui fasse des films, et des films comme ceux-là. Bon, on a l'exemple de Chéreau par exemple, mais c'est un peu autre chose. Donc il ne faut pas oublier ça, et donc c'est quelqu'un qui connaît de l'intérieur non seulement le milieu du théâtre, mais qui a eu l'occasion, on le voit très bien dans son discours qui s'appelle La peau du serpent, de réfléchir sur ce que c'est que l'art en général, pas seulement le cinéma. La peau du serpent est un texte très pessimiste. Je pense qu'on le sentait dans l'extrait que vous disiez, mais il ne faut pas oublier ce que c'est que la métaphore de la peau du serpent. La thèse de ce texte, c'est que l'art est mort. Vieille thèse, pas du tout nouvelle dans les années 60, mais assumée par Bergman, qui nous dit l'art, c'est comme une mue de serpent qu'on trouve dans la nature. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas d'animal, il n'y a pas de vie, mais ça bouge. Et pourquoi ça bouge ? Parce qu'il y a des petites fourmis dedans qui le font bouger. Et les artistes aujourd'hui, ce sont les petites fourmis qui font bouger cette vieille mue de l'art qui est mort. Bon, c'est une image très belle, très pessimiste et un peu cucu aussi, on peut le dire. Mais je crois que c'est très sincère de la part de Bergman. C'est pas de la pose. Quand il met en scène Strindberg ou Molière au Dramaten, ou quand il fait Persona ou L'heure du loup, qui sont des entreprises quand même très importantes, non seulement culturellement, mais artistiquement, c'est le même homme qui pense qu'il est une espèce de survivant ou d'imposteur qui fait bouger la peau morte de quelque chose qui n'existe plus. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Alors, je crois que ça peut expliquer, ou ça peut donner l'idée qu'au fond, le scénario de Persona, pour commencer par celui-ci, ça n'est pas tout à fait, ou pas seulement, l'histoire à laquelle on le réduit le plus souvent, qui est l'histoire de deux femmes. Bien sûr, Persona, quand on pense Persona, on pense deux choses. On pense le petit prologue complètement foldingue dont vous venez de citer la bande-son. Là, qui a ouvert cette émission où on voit, alors pendant presque 6 minutes, une succession d'images. C'est complètement surréaliste au sens propre du terme. C'est vraiment, les images n'ont aucun lien entre elles. On voit un dessin animé, on voit une araignée, on voit un sexe en érection, puis de nouveau un dessin animé.
Voilà, on voit toutes sortes de choses et ça se termine à la morgue avec un visage de cadavre de vieille femme qui tout à coup ouvre les yeux, avec un petit garçon qui lit un héros de notre temps de Lermontov et qui va caresser un visage géant. Bon, des choses inexplicables, très explicables si on les met en perspective dans l'univers de Bergman. Le petit garçon, il était déjà là dans le silence, il y lisait le même livre. Les visages qu'il caresse, ce sont ceux des deux actrices qu'on va voir pendant tout le film. Liv Ullmann et Bibi Andersson, qui sont comme deux muses pour Voilà, pour qui Bergman. sont deux compagnes. Et qui aussi, sont également deux compagnes, puisqu'il a eu beaucoup de relations avec ses propres actrices. Et puis, on y voit aussi la morgue. Et il faut quand même rappeler que Bergman a écrit Persona alors qu'il était à l'hôpital. Il a passé 6 mois à l'hôpital au début de l'année. Il était atteint d'une pneumonie, apparemment, enfin on n'a jamais très très bien su, en 1965. Et le scénario de Persona, il l'a écrit en avril et tourné la même année. Donc c'est quelque chose de très intense. Il est vain de se demander dans Persona si ce sont deux personnes qui se ressemblaient avant ou qui se mettent à se ressembler, ou au contraire une seule personne qui se dédouble. C'est autre chose. C'est le gros plan de Bergman qui a seulement poussé le visage jusqu'à ces régions où le principe d'individuation cesse de régner. Ils ne se confondent pas parce qu'ils se ressemblent, mais parce qu'ils ont perdu l'individuation. Elisabeth? Du Elisabeth, jag har tänkt på en sak. Jag tycker inte det är någon idé att du är kvar på sjukhuset längre. Jag tror bara du tar skada av att vara här. Eftersom du vill fara hem så föreslår jag att du och syster Alma, ni kan flytta ut på mitt sommarställe vid havet. Va? Tror du inte jag förstår? Den hopplösa drömmen om att vara. Inte verka utan vara. I varje ögonblick medveten, vaksam. Och samtidigt avgrunden mellan vad du är inför andra och vad du är inför dig själv. Svindelkänslan och den ständiga hungern att äntligen få bli Elisabeth, avslöjad. je ne pense pas qu'il faille que tu restes à l'hôpital. Ce n'est pas bon. Tu ne crois pas que je comprends? Tu rêves vainement d'exister. Ne pas avoir l'air, être réellement, à chaque instant consciente, vigilante. Mais un abîme sépare ce qu'on est pour les autres et ce qu'on est pour soi-même. Sensation de vertige et désir constant d'être enfin découverte. D'être mise à nu, découpée en morceaux et peut-être même anéantie. Chaque intonation, un mensonge. Chaque geste, une tromperie. Chaque sourire, une grimace. Se suicider? Oh non, c'est affreux, ça ne se fait pas. Mais on peut être immobile et silencieuse. Au moins, on ne se ment pas. Alors, plus de rôle à jouer, plus de grimace à faire, plus du geste mensonger. Du moins, on le croit. Mais la réalité est obstinée. Ta cachette n'est pas étanche. La vie s'infiltre partout. Je te comprends, Elisabeth. Que tu aies monté cette apathie en un système fantastique, je te comprends et je t'admire. Tu devrais jouer ce rôle jusqu'à ce qu'il soit épuisé. Et petit à petit, tu le quitteras, comme tu as quitté tes autres rôles. Jag tycker du ska hålla på med den här rollen tills den är färdigspelad. Tills den inte längre är intressant. Kan du ju lämna den. Precis som du undan för undan lämnar alla dina andra roller. Jacquemont, le personnage d'Elisabeth dans Persona, interprété par Liv Ullmann, est une comédienne qui, un beau jour, sur scène, ne peut plus parler, ou choisit de ne plus parler, on verra. Elle se fait hospitaliser et la médecin, dont j'ai lu le texte, la traduction en français, lui conseille d'aller se reposer dans une maison au bord de la mer, accompagnée par une infirmière, Alma, qui sera l'autre actrice, ce qui va créer un duo entre ces deux femmes qui vont se ressembler, s'assembler, se confondre. Mais ce qu'on entend dans le discours du médecin, cette réflexion sur l'acteur lui-même et l'artiste, le choix de ne plus parler, tellement la conscience du fait que nous ne pouvons faire autre chose que de jouer des rôles est douloureuse, est à la fois très forte et très douloureuse. Et c'est là la problématique des films de Bergman, en tout cas les deux dont on parle aujourd'hui.
Dans la citation de Deleuze que vous avez lue auparavant et dans la lettre du docteur, je crois qu'on a très très précisément l'indication des 2 scénarios de Persona. Pour moi, c'est un film qui a 2 scénarios dont l'un occulte l'autre d'ailleurs, ou a tendance à l'occulter. En façade, je dirais pas en surface, en façade, hein, vraiment. Après tout, Persona, ça veut dire le masque. On a l'histoire des 2 femmes. C'est une histoire extrêmement frappante. Deleuze a tout à fait raison de dire que c'est pas de la psychologie, parce que ça ne répond à aucune psychologie imaginable. Bon, la capture psychique, l'influence, le vampirisme, tout ce qu'on veut. Bon, ça a été beaucoup commenté dans ce sens-là, parce qu'on essaye de se raccrocher à ce qu'on peut. Mais bien entendu, c'est quelque chose de plus obscur, en effet, la relation entre les 2 femmes. Il y a quelque chose d'un peu structural là-dedans. Il y a l'opposition entre le silence et la parole, entre le maître et le serviteur. Il y en a une quand même qui domine l'autre socialement. L'actrice grande bourgeoise et la pauvre petite infirmière qui est sous sa dépendance. Et finalement, l'histoire, en effet, c'est non pas l'histoire tellement d'une confusion, enfin encore que, bien sûr, le célèbre double plan de visage conjoint à le faire croire, mais c'est l'histoire d'une femme qui en manipule une autre pour qu'elle lui raconte sa vie, pour nourrir un peu son ego et son imaginaire, et puis finalement la situation se renverse, et c'est celle qui était manipulée qui se met à manipuler l'autre. Bon. Donc là, on a un premier scénario qui est très intéressant parce qu'il est très intéressant parce qu'il n'est jamais psychologisé, il n'est jamais expliqué. Le spectateur doit travailler beaucoup pour comprendre ce qui se passe, n'est jamais sûr de comprendre. Il y a beaucoup de détails qui sont très ambigus. Par exemple, lors d'une des premières scènes dans la maison, lorsque Alma, l'infirmière, raconte sa vie interminablement, elle passe la nuit, elle veille jusqu'à l'aube, c'est le moment du soleil de minuit. Il n'y a pas d'aube d'ailleurs, le soleil ne se couche pas. Et à un moment, elle est fatiguée, elle va tomber de sommeil et on entend une voix qui lui dit « va te coucher, tu vas dormir », qui est peut-être la voix de l'aphasique, ou de celle qui refuse de parler. Mais on n'en est pas sûr. C'est le premier moment de trouble qui introduit une forme de fantastique au sein du film, parce qu'on pense que cette voix vient de nulle part. De fantastique, si on veut, je dirais d'ambiguïté, parce que dans Persona, il y a du fantastique si on y tient vraiment, mais ça n'est pas... Le fantastique est quand même quelque chose de cohérent et de constitué, si vous voulez. J'en reste à la définition de Todorov, hein, grosso modo. Le fantastique, c'est un monde cohérent. Là, c'est un monde où, au contraire, on cultive non pas l'incohérence, mais l'ambiguïté permanente. C'est plutôt le merveilleux qui serait un monde cohérent. Le fantastique est l'irruption d'une forme d'impossible au sein d'un monde, d'une vie quotidienne, disons. Vous avez raison, c'est la définition de Todorov. J'ai eu tort je me suis pris dans mes propres pieds, mais je vois pas ça comme vraiment fantastique. Je vois ça comme très réaliste, avec un très grand nombre de touches d'ambiguïté, qui sont simplement le fait que c'est un récit et qu'on nous rappelle sans cesse, et Dieu sait, s'il y a un film où on nous dit « vous êtes au cinéma », c'est Persona. Il faut quand même rappeler, c'est le moment, que le titre du film n'est pas Persona dans la tête de Bergman, c'était Cinématographie. Le titre a été refusé par le producteur, sans doute à raison, parce que ça n'était guère vendable, mais le vrai titre, c'est Cinématographie, et c'est pour ça que ça commence par un projecteur qui défile de la pellicule, et que ça se termine par la lumière du projecteur qui s'éteint. Et que la pellicule brûle au milieu du film. Précisément, à partir du moment où donc on est dans un film qui nous rappelle sans cesse par différents biais qu'on est au cinéma, et je dirais que les ambiguïtés du récit, pour moi, elles introduisent peut-être un fantastique léger, mais plutôt des sortes de bifurcations, hein, à la Borges un peu. Par exemple, la scène nocturne où Elisabeth vient peut-être voir Alma, mais on n'en est pas vraiment sûr, avec un fond très poétique de cornes de brume. Bon, est-ce que c'est un rêve? Est-ce que ça a lieu? On ne sait pas. De même, à un moment, on se retrouve à la fin du film, on se retrouve dans la chambre de l'hôpital. On ne sait pas très bien pourquoi, parce qu'en fait, on n'a pas quitté la maison, mais on a une scène dans la chambre de l'hôpital. C'est totalement inexpliqué. Donc, il y a dans ce film un réseau de choses inexplicables et destinées à le demeurer. Hein. Et je crois que la relation entre les 2 femmes, elle n'est pas psychologique, elle n'est pas purement une sorte de critique sociale maître-esclave, elle n'est pas non plus une variante du vampirisme, elle est un peu tout ça à la fois, mais rien de ça vraiment, et elle est quelque chose qui, avant tout, est destiné à se résoudre, et là Deleuze a profondément raison, dans l'image.
Bergman disait mes films sont l'explication de mes images. Il disait aussi moi je vis dans l'image et je crois que c'est à prendre à la lettre. Dans Persona, le scénario des deux femmes, il est intéressant parce qu'il est un des moments où Bergman développe le plus et le mieux quelque chose qu'il vient d'inventer avec le silence, avec à travers le miroir, avec les communiants. Et déjà dans Monica, d'ailleurs, Alain Bergala vous en parlera savamment demain, oui. Qui est le gros plan de visage, mais un certain gros plan de visage. Försök nu lyssna på mig. Säg efter vad jag säger. Ingenting. Ingenting. Nej, ingenting. Ingenting. Så ja. Så är det bra. Så ska det vara. D'ordinaire, on reconnaît au visage 3 fonctions. Il est individuant, il est socialisant, il est relationnel ou communicant. Eh bien, le visage qui présente effectivement ces aspects au cinéma comme ailleurs, les perd tous 3 dès lors qu'il s'agit de gros plans. Bergman est sans doute l'auteur qui a le plus insisté sur le lien fondamental qui unit le cinéma, le visage et le gros plan. Il écrit « Notre travail commence avec le visage humain ». La possibilité de s'approcher du visage humain est l'originalité première et la qualité distinctive du cinéma. Un personnage a abandonné son métier, renoncé à son rôle social, il ne peut plus ou ne veut plus communiquer, se frappe d'une mutisité presque absolue. Il perd même son individuation au point qu'il prend une étrange ressemblance avec l'autre, une ressemblance par défaut ou par absence. L'image affection les fait fondre, disparaître, on reconnaît un scénario de Bergman. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h23. C'est le premier temps de notre série d'émissions consacrée à Bergman, Ingmar Bergman. Philosopher avec Ingmar Bergman, c'est ce que nous vous proposons toute cette semaine. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jacques Aumont, auteur entre autres d'un ouvrage consacré à Bergman intitulé « Mes films sont l'explication de mes images », publié aux éditions du Cahier du cinéma. Jacques Aumont, n'est-ce pas parce que Bergman croit en cette force de l'image quasiment suffisante, de l'image et du son qui peut l'accompagner, d'une image montée qui se succède, d'images qui se succèdent entre elles selon un certain ordre extrêmement bien pensé, que le visage a une telle importance puisque le visage en quelque sorte se substitue à la parole. Ce n'est pas ce qui est dit qui compte, même s'il y a certains dialogues et certains monologues, disons, qui sont très évocateurs et très chargés de sens, de réflexion existentielle, mais c'est ce qui est montré, comme le dit très bien Deleuze, là encore dans le texte que j'ai lu, issu de l'image-mouvement. Le visage, il cite Bergman, dit que le travail du cinéaste commence avec le visage humain qui est en soi cinématographique parce qu'il est en soi évocateur. Oui, alors tout cela est vrai, bien entendu. Mais comment dire, Bergman, je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un de la parole, bien sûr, puisque c'est un homme de théâtre. Mais il y a un paradoxe chez lui, et Persona, de ce point de vue-là, est peut-être l'épitomée de tout son travail, puisque c'est un film sur le silence.
Bon, il avait déjà fait un film qui s'appelait Le Silence. Le silence est très important pour Bergman. On en reparlera si on a le temps tout à l'heure à propos de L'Heure du Loup, qui comporte une minute de silence. Et une minute de silence au cinéma marquée comme telle, c'est très très long. Imaginez une minute de radio. L'antenne s'arrêterait. Imaginez une minute de silence maintenant. Donc, parole et silence, ce sont des choses très importantes pour Bergman. Et disons, pour aller vite, je dirais que Bergman, c'est un auteur de théâtre qui fait du cinéma muet. Voilà. Je crois que le paradoxe bergmanien, il est assez bien résumé comme ça. Et pour ce qui s'agit du visage, eh bien, le visage, c'est quoi? C'est le site de la parole, c'est le site du regard, bien entendu, mais c'est le site aussi de la parole, de la communication, tout ce qu'on veut, de l'expression. Quand on fait un film sur une actrice qui devient aphasique, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste le cinéma muet. Et Persona, c'est par excellence le moment, je crois que c'est le film où Bergman va le plus loin dans le développement d'une invention qui est très simple et en même temps très étrange. Je vais le dire de façon un peu provocante. Son invention consiste tout simplement à dire le visage humain, ça n'est pas le site de l'expression, ça n'est pas le site de la communication, ça n'est pas le site de l'humanité et des affects, c'est une chose. C'est une chose. Et le travail de fabrication de films de Bergman, c'est-à-dire son travail d'artiste, consiste à traiter ce visage comme une chose, c'est-à-dire à le déformer, à le faire venir en très gros plan irreconnaissable, à le mettre à l'horizontale, une chose qu'il adore faire, à le mettre à l'envers, une chose qu'il adore faire aussi, qu'il fait pratiquement dans tous ses films, au moins une fois. Et Dieu sait qu'un visage à l'envers, surtout avec la bouche ouverte, qui pousse un cri ou qui rit, c'est monstrueux, bien entendu. Une chose qu'il aime beaucoup faire aussi et qu'il fait même dans des films assez mineurs comme les scènes de la vie conjugale par exemple, enfin mineurs, c'est un feuilleton de télévision quand même, c'est de mettre deux visages allongés côte à côte l'un sur l'autre, pressés par le cadre, et dans tout ça, je viens de le dire, ce qui joue un rôle absolument essentiel, c'est le cadre. L'arme de Bergman cinéaste dans l'arme majeure. Le montage, bien sûr, c'est un grand monteur. Il a eu toujours la même monteuse avec laquelle il a travaillé de très près et dont il dit d'ailleurs grand bien, qui lui donnait des avis. Mais c'est un très très grand monteur, mais c'est surtout un cadreur extraordinaire, Bergman. C'est des cadres qui sont assez, comment dire, c'est comme si le cadre venait envahir l'image elle-même. Lorsqu'il filme un visage, celui-ci est souvent encadré par la main d'un autre personnage ou par un autre visage, comme s'il y avait plusieurs plans au sein d'un seul plan. C'est exactement ça. Une des formules récurrentes, par exemple, est très frappante, qu'il invente, je crois, dans Le Silence. C'est deux femmes à l'écran, l'une de face, l'autre de profil. Celle de face est un peu plus loin, celle de profil un peu plus près. Et elles sont là. Celle qui est plus loin regarde celle qui est le plus près et l'autre regarde hors champ. C'est extrêmement frappant comme formule. C'est une vraie signature visuelle de Bergman. Dans Persona, on a ça une fois et là, il joue alors de façon extraordinairement subtile. Et Dieu sait que Bergman n'est pas subtil dans ses scénarios, mais dans son travail d'image, il est d'une subtilité infinie. Il fait déplacer l'actrice qui est devant de quelques millimètres pour occulter l'autre, puis elle se dégage. On a un jeu sans fin, et si on regarde le film, alors c'est un peu formaliste comme approche, mais pas seulement, parce que ça touche vraiment à cette question du visage, et je crois que ça va encore plus loin que ce que disait avec justesse Deleuze, parce que ça déshumanise le visage. Il y a un côté monstrueux, en fait, de voir les visages ainsi filmés. C'est comme vous le disiez, ce n'est pas le propre de l'humanité, au contraire, c'est là où on s'aperçoit que l'humain renferme une part monstrueuse, voire démoniaque qui lui échappe. C'est le propos, alors ne glissons pas trop vite, ne quittons pas Persona, parce que j'aimerais en dire encore une chose, mais c'est le propos de L'Heure du Loup, bien sûr. Dans L'Heure du Loup, où il a utilisé, alors je serai technique brièvement, une pellicule très sensible poussée à son gamma maximum au développement. Bergman était un grand technicien du théâtre et du cinéma. C'était quelqu'un qui pouvait discuter avec son chef opérateur et qui avait à l'époque le meilleur chef opérateur du monde. Enfin, il ne faut jamais l'oublier non plus, qui fait des images proprement stupéfiantes. Et dans L'Heure du Loup, on a des images, on a un travail d'image, de matière d'image, il faut dire le mot, qui ravage les visages. Enfin, j'aime pas être pathétique en parlant de Bergman, mais là, il faut quand même oser dire ça. Les monstres de L'Heure du Loup, qui sont des cannibales ou des vampires, on ne sait pas très bien, ou peut-être simplement la création d'un pauvre esprit fou, sont filmés non plus comme des visages humains, mais ils sont ravinés, ravagés, creusés par l'ombre et la lumière. C'est extrêmement spectaculaire. Il n'y a pas que le cadre là qui joue. Tout joue dans l'image.
Alors, je crois que ça, c'est quand même la marque, non seulement stylistique, mais c'est une marque artistique de Bergman, hein. Quand il parle de sa faim, de sa curiosité, je crois que si on met ça en face de cette espèce d'intensivisation, pardon pour le mot, du visage, le mot vient de Deleuze, hein, extensif versus intensif, il a tout à fait raison, c'est un travail d'intensivité. Affect, je ne sais pas, mais intensivité à coup sûr, on ne voit plus que ça, quoi. On ne voit plus que du visage et on ne sait plus ce que c'est. C'est un paysage, c'est une chose, ça pourrait être un caillou. Le visage de la morgue dans Persona, de ce point de vue-là, est très très frappant, hein. Il enchaîne sur un plan de neige, la neige a un certain profil et le visage a le même profil. Ça pourrait être une montagne, on ne sait plus très bien. On est dans le cinéma muet, bien sûr. Et la première scène de L'heure du loup, d'ailleurs, montre un visage qui, cette fois-ci, parle. C'est celui de Liv Ullmann, qui joue également dans ce film-là, 2 ans plus tard, et qui s'adresse directement à la caméra. Ça aussi, c'est une autre chose caractéristique du cinéma de Bergman, c'est l'utilisation des regards et du visage face au spectateur, comme s'il voulait à la fois briser l'écart qui sépare le spectateur de ce qu'il voit et en même temps le renforcer, puisqu'un acteur qui regarde la caméra redouble la présence de la caméra. Oui, bon là c'est le côté homme de théâtre évidemment qui donne cette forme-là au regard à la caméra. Le regard à la caméra est un topos du cinéma, c'est un cliché. Dans les années 60, quelqu'un comme Godard en joue dans tous ses films. Mais après avoir vu Bergman, d'ailleurs, et Godard le dit lui-même. Hein. Oui. C'est après le regard de Monica, dont on parlera demain, qui s'adresse à la caméra. Le fameux regard de Monica, mais qui n'est pas un apax. Hein, ça n'est pas le premier. Fritz Lang en avait fait bien d'autres avant. Non, il faut pas. Enfin, il y a une histoire pieuse du cinéma qui est l'histoire des premières fois. Il faut pas trop y tomber. Mais il est vrai que Godard a beaucoup rendu hommage à Bergman et que inversement, d'ailleurs, Bergman a repris des formules godardiennes. Par exemple, dans Une Passion, quand il fait parler les acteurs hors champ, enfin hors cadre. Mais ce regard à la caméra, il est bien sûr dans le récit cadre de L'heure du loup, il est très frappant. Et puis Liv Ullmann est absolument exceptionnellement enfin, elle est très bouleversante. Mais il est beaucoup plus fort dans Persona parce que on a ce visage immobile et qui ne dit rien, et qui vient jouer, comme par exemple dans la scène avec le mari, quand l'infirmière Alma, au fond, joue le rôle de l'épouse et qu'elle fait l'amour avec le mari. Disons que le mari de la comédienne silencieuse arrive, voilà. Il est aveugle, et Alma, l'infirmière, se substitue à l'actrice, lui parle et fait l'amour avec elle, comme pour montrer cette fusion entre les deux femmes. On se demande si c'est une seule et même personne. Et toute cette scène est filmée avec Liv Ullmann, donc la comédienne, face à nous, immobile, avec un visage alors vidé de toute expression au maximum, gonflé un peu par l'utilisation d'une courte focale et qui joue le rôle d'un rideau mobile, tout simplement. Elle devient le volet qui passe pour occulter la scène et puis qui s'en va pour la faire réapparaître. C'est extrêmement saisissant, hein, cet usage du visage. Ça, c'est très, très, très neuf. Mitt herrskap, får jag bjuda på en liten dockteaterföreställning för att förströ oss. Får vi släcka ljuset? Sådär, ja. Våra hedersgäster. Nej, men våra hedersgäster. Kom. Musik? Halt,
le savoir-faire de Bergman, c'est d'insérer au sein de moments de tension douloureuse, tortueuse, extrême, des instants de suspension de grâce comme celui-ci. L'heure du loup est un film crépusculaire, vampirique, névrotique, qui intègre en son sein cette scène où les deux personnages qui habitent dans une maison sur une île, Johan et comment s'appelle-t-elle, Alma, je crois, aussi là, c'est de nouveau Alma, c'est ça, qui est interprétée par Liv Ullmann, rendent visite à des châtelains qui sont sur l'île et qui donc proposent ce spectacle de marionnettes qui donne une représentation de la flûte enchantée, qui est d'ailleurs le titre d'un film que Bergman va réaliser quelques années plus tard, Giacomo. Oui, c'est le titre d'un film, mais c'est surtout celui de l'opéra de Mozart. Et c'est un petit bout de l'opéra de Mozart qui a quand même une singularité, c'est un tour de magie. Là, on est vraiment dans la magie, cette fois. Ça nous est offert sur un petit théâtre de marionnettes, mais lorsqu'on voit entrer le personnage, eh bien, c'est un homme, c'est un personnage humain, nanifié, réduit à l'état de minuscule marionnette vivante par un tour de passe-passe dont certainement sont capables les monstres qui peuplent l'île. C'est très très étonnant parce qu'il n'y a aucune explication qui est jamais donnée, on ne sait pas d'où vient la musique, il y a toutes sortes de prodiges qui sont dans cette scène. Bon, passons là-dessus parce que c'est comme dans Persona, c'est un film dans lequel il y a énormément d'inexpliqués, encore plus d'ailleurs. Ça, je crois que le contrat de l'heure du loup, c'est que le spectateur accepte d'être devant une fable dont on ne lui donnera jamais l'explication, et il doit travailler beaucoup lui-même pour interpréter. Mais le petit moment de Mozart, oui, c'est un moment de respiration. Bien sûr, cette musique est tellement belle. Bon, je ne vais pas insister là-dessus, on est dans le sublime. Mais ce qui est intéressant, c'est le petit commentaire qui suit immédiatement, où le maître de marionnettes, qui est un des monstres, un des cannibales ou des vampires qui vont dévorer l'artiste à la fin, tel Orphée un peu, c'est aussi un être très fin et très cultivé. Et il explique, il tient un grand discours sur l'art solaire de Mozart et la nécessité de creuser l'art solaire par une part d'ombre. Bon, discours bien entendu dont on imagine qu'il est endossé par Bergman. On voit très très bien le Bergman Il ne faut pas oublier que l'heure du loup, c'est un scénario que Bergman a charrié pendant 4 ans. Il a commencé à l'écrire fin 62, il l'a repris à l'été 64, à une période très difficile de sa vie où il se disputait tous les jours avec son épouse. Et puis, il le reprend en 66, et là, il le filme à l'automne. C'est quelque chose qu'il a porté longuement, qu'il a beaucoup retravaillé et où il a mis beaucoup de lui. Bien sûr, sous les espèces de cet artiste tourmenté qui a des démons qui lui apparaissent, les fameux démons de Zweig, l'inquiétude primordiale inhérente à tout homme qui le fait sortir de lui-même et se jeter dans l'infini. Pardon, j'avais noté cette citation de Zweig qui va très très bien au film. Parce que le personnage principal, disons-le, Johan, est un artiste qui peint ses propres démons justement et qui ne peut s'endormir qu'à cette heure du loup, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la nuit se retire et le jour arrive, et on est sans cesse entre la réalité et ses propres cauchemars. Oui, c'est à peu près ça. C'est un artiste tourmenté, un artiste romantique. Le film est lointainement inspiré par aspect d'une nouvelle de Hoffmann, le grand conteur romantique. Mais au fond, ce qu'il faut dire aussi, ça c'est un peu comme dans Persona, ça c'est le scénario patent. Mais je crois que Persona et l'heure du loup ont un scénario plus latent, qui est le scénario de l'artiste, justement. Mais l'artiste, non pas au sens du romantique qui fait des croquis de ses démons et qui les voit finalement apparaître dans sa vraie vie. L'artiste, comme... Alors, je reprends les termes de La peau du serpent, le discours de Bergman. La faim, la curiosité et finalement le solipsisme. L'artiste égoïste qui ne vit que pour lui-même. C'est dit dans Persona. L'artiste, c'est pas quelqu'un qui vit pour les autres. C'est pas quelqu'un qui veut être utile, c'est pas quelqu'un qui veut nous donner des leçons de morale, ni même des leçons de beauté. C'est simplement quelqu'un de très égoïste, qui veut vivre sa vie d'artiste et qui, au fond, s'intéresse plus à la vie de l'artiste qu'à l'art lui-même. Il y a un côté absolument terrifiant. Et dans Persona, eh bien, ça amène ce que la doctoresse diagnostique très justement lorsqu'elle dit à Elisabeth Vogler, l'actrice, elle lui dit « Tu prends une pause. Tu as voulu cesser de prendre la pause de celle qui parle, de celle qui fait du théâtre, et maintenant tu prends la pause de l'aphasique. C'est une autre pause. Eh bien, quand tu auras épuisé ce rôle, tu passeras à un autre rôle. » Et on peut d'ailleurs ajouter dans le scénario du film que
les discussions sur la maternité, etc., montrent que cette femme qui a été un monstre sacré, visiblement une star du théâtre, et qui en a joué le rôle, qui maintenant joue le rôle de l'aphasique un peu ironique, au fond, elle a échoué à jouer un troisième rôle très important, qui est le rôle de mère. Voilà. Donc, Persona, c'est ça le scénario de Persona en profondeur. C'est l'idée de quelqu'un qui joue c'est l'idée qu'on joue des rôles. On et surtout les artistes. Les artistes jouent des rôles et ils ne font que ça au fond. Ils ne font rien d'autre et sous la peau, sous la mue, il n'y a rien. Il y a juste les petites fourmis qui travaillent. C'est un moment assez désespérant. Hein. C'est ce que dit Johan dans L'heure du loup. Il dit ceci après avoir écouté la flûte enchantée. Je me dis artiste faute d'un meilleur mot. Dans mon travail créatif, rien n'est évident si ce n'est la contrainte. Malgré moi, on m'a catalogué d'être d'exception, veau à 5 pattes, monstre. Je n'ai jamais lutté pour le devenir et ne lutterai pas pour le demeurer. Mégalomanie, elle m'a parfois menacée, mais je suis immunisée. Il me suffit de penser au peu d'importance de l'art dans notre monde actuel. Pourtant, la contrainte est inchangée. Oui, c'est exactement ça. Vous avez très bien relevé le passage que sinon j'aurais cité moi-même. Tant il est... Je crois, là, c'est Bergman qui parle directement. Et L'heure du loup, c'est un scénario alors très, très complexe, très déguisé, pour, au fond, gloser cette idée un peu, désespérée, peut-être fort, parce que Bergman a quand même continué jusqu'à son dernier souffle à faire des films et même à faire des mises en scène de théâtre. Comment dire ? Il travaille sur ce fond de... oui, l'art, c'est fini, on continue, mais si on continue, ça n'a pas de sens. Alors, si on voulait faire un peu de psychologie bergmanienne, on dirait, mon Dieu, c'est tout à fait parallèle à sa perte de la foi religieuse. Hein. Perte de la foi en Dieu avec les communiants, qui en est le film Symptôme. Perte de la foi en l'art avec L'heure du loup, qui en est le film Symptôme. Développé autrement dans Persona, dans lequel on voit apparaître autre chose, qui est la reprise du vieux thème de la de la phylogénie, de Godard. Enfin, Godard... qu'est-ce que je raconte ? De Bergman. Pardon. Désolé pour le lapsus. Bergman, amoureux des femmes, l'homme qui aimait les femmes. Enfin, donc, bien sûr, ce qui va, d'une certaine façon, le faire continuer, c'est le véritable bonheur qu'il aura à filmer autant de visages de femmes. Mais ce moment des années 60, c'est le moment où il invente beaucoup de choses. On a parlé de ses inventions d'images. On pourrait dire qu'il invente un genre qui est le film fantastico-métaphysique, qu'il est un peu le seul à avoir fait. Il y en a eu beaucoup de parodies par la suite. Et puis, il invente des thèmes, quand même, qu'il est à peu près le seul à avoir développé. Je crois que c'est le seul à avoir osé faire un thème sur la perte de la foi ou sur les démons d'un artiste de cette façon aussi directe. Voilà. Mais un dernier mot quand même, puisque vous avez insisté sur la réflexion autour de l'artiste dans ces deux films, dire que l'art n'a plus besoin de nous, qu'il s'auto-perpétue lui-même, se détruit et se reconstruit, c'est quand même faire de l'art un monde autonome, autosuffisant, ce qui n'a pas pour conséquence pour Bergman de s'en détourner. Au contraire, c'est comme si l'art pour lui et le cinéma était comme une alternative, au sens fort du terme, à sa propre vie. Les deux s'entremêlent. On a rappelé le fait qu'il avait beaucoup de relations aussi avec les actrices qu'il faisait jouer, si bien que l'art ici n'est pas simplement une illusion cosmétique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une fonction du cinéma pour Bergman au sein de sa propre vie, presque de manière psychanalytique et créatrice au sens le plus fort du terme. Il faut prendre tout simplement au sérieux, je crois, le « moi je vis dans l'image » et le « mes films sont l'explication de mes images ». Il faut les prendre à la lettre. Film de Bergman.
Merci beaucoup, Jacomond, d'être venu nous parler de Bergman aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage. Mes films sont l'explication de mes images. C'était les derniers mots de cette émission. C'est un livre publié aux éditions des Cahiers du cinéma. Des yeux bruns pour le jour, des yeux verts pour l'amour, ton visage. Des yeux que j'aimerais pour 2 éternités, ton visage. Une bouche à jamais douce comme un secret, ton visage. Il est beau, il est chaud, il est ma fleur de peau, ton visage. Et puis vous aviez parlé des parodies de Bergman. On a entendu un extrait de Jacques Villeray, une parodie des films de Bergman. On en entendra peut-être d'autres cette semaine. En tout cas, je renvoie les auditeurs aussi à votre prochain ouvrage qui paraîtra le mois prochain, je crois, Les limites de la fiction, qu'on trouve chez Bayard. Au nuage, le vent s'est retourné, la vie m'a soufflé ton visage. Et puis, puisqu'on en a parlé aussi beaucoup du visage chez Bergman, je renvoie à votre autre ouvrage intitulé Du visage au cinéma, aux éditions du Cahier du cinéma. Mais il reste collé, dressé sur mon passé qui s'ennuie. Et je le redessine, et le vent le ressouffle, ton visage. Je suis capitaine d'un bateau de peine qui ne coulera jamais. J'ai 2 fois la peine de 100 capitaines qui ne s'embarqueront plus. Et je me suis saoulé pour tâcher d'oublier ton visage. Et je me saoule encore à jeun et à tribord. De Bergman à Félix Leclerc, vous écoutez France Culture, le nouveau chemin de la connaissance, il est 10h47. Encore 2 minutes papillon, c'est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Vous allez nous parler d'un visage aussi, un visage qui n'est plus celui du philosophe Jean-François Mattei. Effectivement, le philosophe Jean-François Mattei nous a quittés lundi dernier, le 24 mars. Il venait tout juste d'avoir 73 ans. La difficulté serait de savoir, et c'est là peut-être que gît le mystère, de savoir pourquoi, si la duplicité ou la dualité ne sont qu'une illusion, comment se fait-il que l'être humain fantasme sur son double ? Comment se fait-il que l'on fantasme sur son ombre ? Depuis la caverne de Platon ou depuis Peter Schlemihl, l'homme qui a perdu son ombre. Alors pourquoi fantasmer sur son ombre ? C'est Jean-François Mattei qui se le demandait à votre micro, Adèle, le 4 septembre dernier. Alors Jean-François Mattei était venu parler de Baudelaire et d'Edgar Allan Poe dans une semaine sur l'inquiétante étrangeté. Double, ombre et fantasme, on reste proche des problématiques de Bergman et de Persona. Jean-François Mattei aurait pu d'ailleurs dire des choses sur Bergman, lui qui s'est tout au long de son œuvre interrogé sur les images, le cinéma surtout, pour poser la question de l'identité, sur ce qui tient et fait encore sens dans la modernité, où l'individu se replie sur lui au milieu de la foule. Alors c'est sûr, la pensée de Jean-François Mattei n'était pas repliée sur elle-même. Ceux qui le connaissaient le définissaient comme un mélange singulier de rigueur et d'ouverture d'esprit. Ses travaux portaient sur la pensée contemporaine et moderne, actuelle même, Heidegger, l'Europe, la crise des banlieues ou la bioéthique. Ils étaient tout autant littéraires que philosophiques, Camus et la révolte, Poe et le regard vide de l'homme dans la foule, mais surtout il faisait un détour salutaire par les anciens. Platon notamment pour mieux penser un idéal régulateur, un horizon, disait Mattei, qui permettent d'évaluer les actions, qui permettent de trancher aujourd'hui, de décider en ces temps troublés. Et si l'on doit résumer l'œuvre de Mattei, si c'est possible, au vu de la multiplicité de ses questionnements et de son ouverture, c'est bien avec cette idée d'horizon qui donne un sens que l'on peut essayer de le faire, cette volonté de construire le sens en créant une distance avec le réel, de retrouver le sens, celui qui s'oppose à la barbarie de la civilisation ou au regard vide de l'homme démocratique. Découvrir le sens ou redécouvrir le sens pour mieux se soucier de l'âme, c'était l'horizon justement de l'œuvre de Jean-François Mattei. Merci beaucoup Géraldine, c'était aussi un penseur de l'indignation qui déconstruisait l'indignation, un excellent lecteur de Platon et de Camus. Nous le regretterons beaucoup au Nouveau Chemin. Vous écoutez France Culture, c'est la fin des Nouveaux Chemins, mais on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée à Bergman. Demain, je recevrai Alain Bergala pour parler de Monica.
D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et cinématographiques concernant l'émission du jour. Et puis vous pourrez la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins où l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour.